Salut et bienvenue sur Anacaland pour la review de l'épisode 2 de la saison 3 de Foundation sur Apple TV+. Review qui arrive avec un jour de retard puisque hier j'ai vraiment pas eu le temps j'ai à peine pu regarder l'épisode juste avant d'aller me coucher. Donc j'espère qu'elle vous plaira malgré tout. Si c'est le cas, un petit like, un commentaire surtout pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en particulier et un abonnement si ce n'est pas déjà fait avec la petite cloche. Vous connaissez la chanson puisqu'apparemment vous n'êtes pas assez nombreux à recevoir les notifications. YouTube arrête pas de me le répéter, donc activez la petite cloche. Et donc un épisode toujours aussi joli, aussi bien réalisé. Sur ça, honnêtement, la série ne fait, j'ai l'impression, que s'améliorer, hein, même en termes de FX et tout ça. On est certes toujours sur une mise en contexte, hein, une introduction entre guillemets de tous les paradigmes comme on avait eu sur l'épisode précédent. Sauf que là, on se concentre légèrement plus sur certains autres personnages, même si on retrouve aussi les empereurs, tout ça. Donc c'était quand même très intéressant, même si ça reste avec un rythme très lent. Mais clairement, on sent que les choses vont très vite s'accélérer. Donc c'est pour ça que la série, je pense, prend le temps de poser des bases solides. Peut-être en deux, peut-être vite fait dans le prochain aussi. Et après, je pense que ça va partir vraiment en cacahuète, avec notamment cette troisième crise, la guerre, tout ça, tout ça. Du coup, l'épisode commence avec Gaal, notamment, qu'on avait très peu vu dans le premier épisode, à part en termes de narration et à la toute fin quand elle se réveillait enfin. Et donc là, on a un peu plus de contexte sur les 152 ans qui viennent de passer, puisqu'on voit qu'ils sont toujours sur la seconde fondation sur Ignis avec Seldon. Ils se sont cryogénisés et en fait, ils se sont réveillés de temps en temps, quelques semaines, quelques jours par an, pour les aider à développer la fondation. Avec d'un côté, ils expliquent que Seldon a appris la psychohistoire et de l'autre, elle leur a appris à utiliser ses pouvoirs et tout. Donc c'est aussi un moyen de nous montrer que ça y est, elle a une excellente maîtrise de ses pouvoirs, machin, tout ça, jusqu'au jour où un des deux, et à savoir Seldon, a dû rester éveillé pour que le projet avance réellement. Et donc on a après le temps qui passe, et elle est réveillée juste quelques années avant le présent, où on voit que du coup elle rencontre Seldon vieux, qui a travaillé toute sa vie pour ça. Il a même fait des statues pour tout le monde. Après il est tellement mégalo qu'il s'en est aussi évidemment fait une pour lui, isolée, bien visible, bien belle et tout ça. Mais bon, ça fonctionne avec le personnage. Et surtout il laisse en gros son héritage, tout ce qu'il a construit pendant toutes ces années à Gaal. Il disparaît plus ou moins, c'est une sorte de sacrifice, et il lui laisse notamment le radiant évidemment. Et ensuite, elle retourne se coucher. Et là, on a le réveil donc dans le présent. Et ensuite, on cut. Donc en fait, on est encore un peu dans l'attente de ce qui va se passer, notamment avec Gaal. Même si à la fin de cet épisode, on a enfin des choses qui avancent très intéressantes. Mais voilà, en fait, on rattrape juste le temps qu'on avait perdu par rapport à ce qu'on a vu à la fin du premier épisode. Donc ça reste très intéressant en termes de thématique. Par rapport notamment, par exemple, à la solitude. Gaal, au final, elle a beau faire tout ce qu'elle veut. À chaque fois, elle finit à nouveau toute seule. Donc c'est assez intéressant, même si encore une fois c'est pas un personnage que je trouve hyper attachant et passionnant, ça reste tout de même très intéressant de la voir évoluer et de la voir à chaque fois justement se retrouver toute seule. Je trouve que c'est une thématique un peu cyclique pour elle, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, surtout que maintenant elle a l'air, comme je disais, de bien maîtriser ses pouvoirs, tout ça, donc clairement j'ai hâte de l'avoir rencontré ne serait-ce que le mulet, ne serait-ce qu'une fois. Et petit détail entre guillemets, c'est que le radiant de Seldon montre exactement la même anomalie que celui de Merzel. On s'en doutait, mais au moins c'est posé, c'est là. Et surtout Gaal du coup devient réellement au courant de cette anomalie et de ce qui va se passer. Et on nous fait surtout le lien avec l'apparition du mulet, puisqu'apparemment cette branche qui vibre là, qui est un peu incertaine, qui correspond donc à la troisième crise et à cette possible destruction de toute la galaxie, de toute l'humanité, coïncide avec l'apparition du mulet et notamment sa conquête de Kalgan, au tout début de la saison, qui est, comme je le disais déjà la semaine dernière, l'élément qui a déclenché en fait toute la troisième crise et tout ce qui va avoir lieu dans cette troisième saison. Donc ça met encore plus de force sur ce qu'il disait déjà dans la saison 2 quand il prévoyait plus ou moins l'apparition du mulet, c'est qu'il a cette capacité de modifier le temps et en gros c'est un élément qui échappe à la psychohistoire, un peu comme ou comme est censé l'être Gaal justement, qui a beau s'inscrire dans le plan Seldon. Elle a cette capacité à faire varier légèrement le destin de l'univers, quoi. Donc ça reste intéressant. J'ai très hâte de voir vraiment ce qu'ils vont faire de la relation entre l'opposition même plutôt entre Gaal et le mulet. Donc ça on verra évidemment très vite à mon avis ce que ça va donner. Et ensuite on apprend donc par rapport à cette guerre un petit peu tout ça, on apprend que Obermallow est devenu une légende. Vous savez, celui qui dans la saison 2 était un peu le bad boy, un peu bandit, un peu héroïque mais pas trop machin et tout, qui du coup a comme ils disent blessé le flanc de l'Empire ou un truc comme ça. Et donc en gros il est devenu une légende, notamment pour tous ceux qui sont devenus ensuite le clan des marchands au sein de la fondation.
et on fait la rencontre notamment d'un de ses descendants. Alors là pour le coup j'ai trouvé ça un petit peu méta comme humour, mais c'était assez drôle. Donc il vit un peu à la terrienne justement, il est en vacances avec sa femme pour la lune de miel sur la planète qu'Obermallow que le mulet a conquis, et du coup eux ils se foutent complètement de ce qui se passe autour, sauf quand le vaisseau leur fait de l'ombre pour bronzer. Enfin c'est assez drôle, ils ont vraiment l'air un peu débiles mais en même temps un peu fin d'esprit, donc à voir aussi ce que ça va pouvoir donner. On dirait presque un peu des influenceurs de la manière dont ils fonctionnent, ils se filment, ils se prennent en photo machin et tout, ils sont très dans l'apparence machin, donc c'est assez marrant, j'ai trouvé ça assez drôle, et puis je pense que les personnages pourraient être très intéressants en termes de développement, surtout si on les sous-estime un petit peu à ce moment-là pour le moment. Et c'est là qu'on retrouve du coup le capitaine là, de la fondation qu'on avait vu dans l'épisode précédent, il s'appelle Preacher ou Richer, un truc comme ça, et il du coup vient les recruter pour un plan par rapport à son enquête sur le mulet. Donc, est-ce qu'il y a une histoire d'assassinat de machin, on entend aussi que comme il est lié de par son nom, le descendant là de Obermallow, à la caste des marchands, c'est aussi un moyen en fait de détourner la culpabilité vers les marchands pour ne pas faire accuser la fondation en elle-même et tout ça. Donc ça c'est cool, c'est ce que j'espère voir un petit peu dans cette saison, comme je disais dans l'épisode précédent, avec vraiment tout ce côté un peu politique, complot, espionnage, tout ça, ça a l'air quand même assez intéressant. Donc j'attends de voir ça, même si pour l'instant ça reste très léger, mais là ça va se lier du coup avec le mulet, tout ça, puisqu'apparemment ils vont se rencontrer, il va y avoir un truc, une espèce de fête ou je sais pas quoi. Donc intéressant. Et du coup, surtout le mulet, qui est quand même, je dirais, l'événement. Déjà dans l'épisode précédent, on n'avait eu qu'une scène avec lui, c'était déjà l'événement, et là c'est à nouveau l'événement, je trouve. Brillant, comme d'habitude, enfin comme dans l'épisode précédent, l'acteur est excellent. On a une mise en scène qui est vraiment très sympa aussi au niveau des cadrages, de la position de tous les gens en ligne et tout, comme ça, avec ses plans parfois larges, parfois très serrés et tout, donc j'ai bien aimé. Tout le délire avec la petite princesse, duchesse, je sais pas quoi, où il fait la démonstration de ses pouvoirs, tout ça, c'est évidemment très sympa, donc apparition très remarquée et très remarquable. On comprend aussi son plan par rapport à l'utilisation de ses pouvoirs de manipuler les dirigeants pour manipuler les masses, ce qui semble évident et logique, mais en même temps d'en faire la démonstration comme ça, je trouve ça très à la fois machiavélique, vicieux et en même temps brillant, parce que c'est un moyen de plier tout le monde, surtout que là on est dans un système plus ou moins de monarchie, donc il y a une espèce de respect par rapport à la figure royale, et là comme il la tient plus ou moins en otage, du coup les autres vont être obligés, comme il dit, de répandre la bonne parole, tout ça, donc c'est très intelligent, ça fonctionne très bien, ça va poser des enjeux à la fois, enfin voilà, le personnage est à la fois horrible et très drôle, et en même temps je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à ne pas s'attacher à cet enfoiré, mais du coup c'est ça qui est très intéressant, ça pose bien les bases. Et à nouveau on a quand même une bonne partie du récit qui revient sur l'Empire, avec notamment les trois frères empereurs, puisqu'on a toujours ce débat sur l'avènement déjà du frère Alob qui va arriver bientôt, le frère au grand jour qui lui est toujours égal à lui-même, je l'adore décidément, Lee Pace, il est vraiment excellent dans cette série, quelles que soient les versions du rôle qu'il joue, il fonctionne super bien, et là en mode je m'en foutiste, toujours à moitié à poil, et à la fois très juste dans ses réflexions, par exemple quand il traite de Merzel d'objet qui obéit à un objet, à savoir le radiant. Donc on voit qu'il n'y a vraiment pas du tout cette déférence et ce respect, cet amour même qu'il a envers de Merzel, enfin que tous sont censés avoir envers de Merzel et tout, donc lui c'est clairement le rouage raté dans la mécanique et tout ça. D'ailleurs il y a un parallèle qui est fait par le frère au soir, qui explique qu'il y a eu un Cléon au grand jour qui a foutu la merde en du coup provoquant la dégradation de leur ADN et tout ça machin, de leur dégénérescence, même il parle même de dégénérescence intellectuelle et tout ça, et que lui il en serait la quintessence, et que ce serait potentiellement à un frère au grand jour de à nouveau rétablir tout ça. C'est sur toi que repose le sauvetage de notre civilisation et de notre lignée quoi. Surtout qu'en plus on voit que c'est vraiment peut-être un des empereurs, en tout cas actuel, présent parmi les trois là, qui a vraiment un côté très humain. Il est empathique, on voit qu'il est proche du peuple, à la fois physiquement et même littéralement, puisqu'il s'inquiète pour eux, il connaît leur vie. Par exemple, il y en a un qui a sa fille qui est malade, il joue aux cartes avec eux, tout ça. Il perd, il s'en fiche, il est pas là pour voilà, il se défonce et tout. Donc j'aime beaucoup cette version du personnage très proche du peuple, mais à la fois différente de ce qu'on avait pu avoir, comme par exemple le frère Alob dans la saison précédente, où qui lui aussi était un peu plus proche du peuple, ou en tout cas tenté de l'être, notamment de par son anomalie génétique dans son cas précis. Et j'aime beaucoup aussi son cynisme par rapport à la situation et tout, notamment quand il parle de la destruction
destruction imminente de la galaxie, de l'humanité, dans 4 mois, il pose aussi la question de qu'est-ce qu'on va faire, on s'en fout en même temps, c'est comme ça, c'est inévitable, même quand sa meuf lui demande qu'est-ce que tu vas faire, il dit rien, je rien à faire, je vais profiter de la vie et tout, et du coup je trouve que c'est aussi intéressant de nous poser un petit peu, nous, le spectateur, la question de qu'est-ce qu'on ferait à sa place en fait, pas forcément à sa place parce qu'on n'est pas empereur, mais malheureusement, on n'a pas une aussi jolie maison d'ailleurs, j'aime beaucoup, mais qu'est-ce qu'on ferait si demain on apprenait que dans 4 mois, la planète allait exploser par exemple, que l'humanité sur Terre allait être détruite et que c'était la fin du monde. Qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce que ce serait des émeutes et qu'on deviendrait tous des enfoirés égoïstes? Est-ce que au contraire on profiterait de la vie et de ce que la Terre a à nous offrir pendant les 4 derniers mois et de nos proches et des gens qu'on aime? Est-ce qu'on continuerait à se faire la guerre? Est-ce qu'on au contraire on abandonnerait tout espoir et on pleurerait pendant 4 mois? Est-ce qu'on consommerait comme des malades et à plus rien avoir à faire de la planète parce que voilà, on veut en égoïste pendant les 4 derniers mois de notre vie? Je trouve que ça pose très bien. Est-ce qu'on lutterait pour empêcher cette destruction, quitte à échouer et à consacrer nos derniers mois de vie à une quête sans possibilité de victoire? Donc je trouve que non, ça pose vraiment un cadre assez intéressant déjà dans la série, le fait qu'il en ait rien à faire et que pourtant c'est un des personnages que je trouve le plus charismatique de cette saison pour l'instant, et d'un autre côté ça nous pose, nous spectateurs, qu'est-ce qu'on ferait à leur place quoi. Et ça je trouve ça très intéressant, comme je disais déjà, de mettre un peu de méta et surtout de poser quelques petites questions un peu aux spectateurs et pas juste nous gaver de réponses et de voilà. Pareil, cette relation entre le jeune et le vieux, elle est vachement intéressante. C'est vrai que dans les autres saisons, on avait plus tendance à se concentrer sur le frère au grand jour ou le frère à l'aube, et là, même si le frère au soir était quand même toujours un fil rouge très intéressant de par leur personnalité à chaque fois différente, et là c'est quand même très sympa aussi puisqu'on a toujours aussi cette notion de sa mort imminente, et il essaye de lutter contre ça. Donc en gros, sa disparition, son élimination pour faire avancer le cycle d'une case reste un enjeu, donc ça c'est intéressant. Par exemple, il parle même avec Demerzel en essayant de la convaincre de ne pas l'éliminer, en expliquant qu'elle a besoin de lui par rapport à la crise qui s'annonce, mais c'est la règle, donc elle obéit aux règles, mais potentiellement ça laisse sous-entendre qu'elle pourrait désobéir aux règles, donc pourquoi pas, ou alors en tout cas si lui il essaye de désobéir il va prendre cher, donc ça met un petit enjeu aussi là-dessus, c'est intéressant, surtout que c'est censé arriver bientôt là dans 10 jours, donc dans quelques épisodes, et même si les circonstances font que Demerzel elle a besoin de lui, je doute qu'elle lutte contre sa programmation, puisque c'était quand même l'enjeu qui a été posé au tout début de la saison, donc dans l'épisode précédent, où elle explique que malgré le fait qu'elle était une grande chef avant, machin et tout, aujourd'hui elle n'existe que pour l'Empire, donc j'ai quand même du mal à croire qu'elle va le laisser faire, même s'il y a quand même un indice qui pourrait jouer. Et en même temps, pour moi, ça tend plus à confirmer qu'il va mourir. J'ai l'impression que le cycle a été changé. Parce que il me semble que ce qu'on avait vu avant, c'était naissance du bébé, mort du vieux, et du coup couronnement de celui du jeune qui devient celui du milieu, etc. Là non, apparemment, ils vont faire d'abord le couronnement. En plus, en l'absence du frère au jour, bon, ça s'explique par son caractère et son inintérêt pour le pouvoir et tout ça. Mais du coup, ils font ça avant que le prochain bébé naisse et que le vieux soit éliminé. Du coup, ça veut dire que pendant quelques jours, il va y avoir 2 frères au jour ou 2 frères au soir, donc c'est assez bizarre. Et surtout, il n'y aura pas de frère au matin, puisque le bébé sera peut-être pas encore né, il va probablement naître après la mort du vieux, mais du coup, pour moi, c'est plus une façon, scénaristiquement parlant, de mettre l'enjeu de la mort avant, de mettre l'enjeu du couronnement avant de mettre l'enjeu de la mort qui va arriver, peut-être pas arriver, voilà, donc c'est j'ai l'impression qu'ils ont changé vite fait cet ordre-là, mais c'est pas forcément plus dérangeant que ça. Et pour finir, on le voit encore une fois remettre une couche par rapport à cette tentative de rester en vie et tout ça, c'est justement quand il va expliquer ce qu'a fait le frère au jour, qui a détruit leur lignée, enfin qui a failli détruire leur lignée, et de ce que pourrait faire le frère au jour d'aujourd'hui. En gros, il essaye de le convaincre de enfin s'intéresser au pouvoir et de faire quelque chose entre guillemets de bien pour leur lignée, leur famille, en permettant que le frère au soir reste en vie plus longtemps, reste le frère au soir plus longtemps, et que du coup la passation se fasse différemment. Sauf que le frère à l'aube, ça veut dire qu'il n'aurait pas son pouvoir au moment où il est censé l'avoir, ça créerait des confusions, surtout qu'en plus de toute façon la question se pose même pas, vu que le frère au jour, il en a rien à faire déjà premièrement, et deuxièmement, il est totalement contre le système. Pour lui, c'est juste du jeu, c'est du théâtre, comme il explique, on est des poupées de chiffon, on est des pantins et tout, donc clairement, il s'est pas tombé dans l'oreille qu'il fallait, mais je trouve que l'enjeu est très intéressant. Évidemment, ça va rester là-dessus, surtout qu'on découvre ensuite, c'est peut-être ça le plus intéressant par rapport au
au frère Ossoir, c'est qu'en fait, depuis apparemment que lui-même était au pouvoir, il a mis en place un projet secret de ouf. Il a créé carrément une étoile noire, ils ont appelé ça l'Anomacula, Vacula, un truc comme ça, où en gros c'est un mini trou noir qui est emprisonné dans une espèce de cage qui peuvent canaliser son énergie. C'est très joli, c'est très joliment fait, et ça fait une espèce de canon de la mort, genre étoile noire plus, peut-être même plus la version de la post-logie que celui de la trilogie originale, avec vraiment l'étoile noire planétaire machin, et du coup ça donc désintégration de planète instant, et ça annonce évidemment du très très sale pour la suite, puisqu'il fait un petit speech sur oui, il faut que ce soit entre de bonnes mains et tout. Évidemment, c'est une arme de destruction massive et de dissuasion, comme il la présente. Sauf que déjà, on n'est pas à l'abri que le frère Alob, là, le jeune qui va devenir bientôt l'empereur, il soit pas un peu cinglé sur les bords, que aussi la crise ne dégénère pas. Et en même temps, on se dit qu'au final, là, si à cet instant il l'avait utilisé sur Kalgan, au final, la crise serait terminée. Et donc, je pense qu'il y a forcément un moment où la question va se poser pour l'empereur qui aura cette technologie du coup entre ses mains, puisqu'il va probablement lui révéler juste avant de mourir ou juste après son couronnement, pour pas que ce soit l'autre qui en ait les lauriers plus ou moins. Il y aura forcément un moment où il va l'utiliser, ou alors il va au moins se poser la question de l'utiliser. Il y aura peut-être même un moment où c'est le mulet qui va réussir à s'en emparer. Donc il va y avoir un enjeu vraiment central, puisqu'on a même appris de par Seldon, juste avant de décéder, quand il a donné, entre guillemets, quand il a fait ses adieux plus ou moins à Gaal, il a expliqué par rapport à l'Invictus, qui était le vaisseau qu'on avait vu notamment dans la saison 2. Donc il y a pas mal de choses qui vont tourner autour de cette bataille galactique, l'Invictus, et je pense que le Vacula, Macula, machin là, sera aussi un enjeu très intéressant, même, ne serait-ce que de par leur forme, ils sont très semblables, donc je pense qu'il va y avoir un petit lien entre les deux. Et du coup ça tombe bien quand même que l'Empire soit équipé, parce que déjà c'était mal barré entre la Fondation et tout qui commençait à prendre de l'ampleur, et l'Empire qui lui se délite d'un côté, et là avec l'arrivée du mulet clairement ça devient un enjeu. Et d'ailleurs enfin on les voit vraiment s'en inquiéter, notamment pendant le repas vite fait à la fin là, avec l'ambassadrice de la Fondation qui est copine avec le frère au soir et tout, et on voit que le frère au matin il s'inquiète pour le mulet, ou en tout cas il en parle et il se renseigne sur lui. Il voit bien qu'il se passe des choses et que ce sera lié à cette troisième crise et tout, donc il sait que plus ou moins c'est à cause du mulet que ça va partir en cacahuète. Donc ça je trouve ça intéressant aussi qu'il commence à s'y intéresser. Et donc ensuite on en arrive au gros twist de la fin que j'ai trouvé pareil, très envie du coup de voir la suite. Si j'avais pu j'aurais regardé de suite l'épisode suivant. C'est on découvre en fait que Gaal bosse avec, ou même encore pire, c'est que le frère au matin bosserait presque pour Gaal, parce qu'en tout cas elle lui parle de régler une dette ou de se rendre utile, donc c'est que clairement elle le tient par quelque chose, ou que lui-même s'est engagé envers elle ou envers la Fondation, ou on sait pas trop, parce qu'en même temps elle a passé tout ce temps-là, tout son temps de vie à lui endormi, à part il y a 4 ans quand elle s'est réveillée vite fait. Donc est-ce qu'elle avait déjà pris contact avec lui il y a 4 ans? Est-ce que c'est un truc qui a été implanté génétiquement? Allez savoir. Donc je trouve ça très intéressant de voir que il y a un lien au final entre l'Empire et Gaal. Donc voilà. Et au final, on ne sait plus qui est allié avec qui, c'est très confus, et en même temps c'est le but aussi, puisqu'on a la Fondation, on a la première Fondation avec au sein d'elle les marchands qui eux ont des allégeances déjà un peu étranges, on ne sait pas trop, puisque dans l'épisode précédent on avait vu qu'ils étaient plus ou moins en lien avec justement le frère au matin, ou en tout cas qu'il y avait des communications entre eux et de la coopération. Il y a aussi du coup la deuxième fondation, il y a Gaal qui agit un petit peu toute seule comme un électron libre, il y a le mulet, il y a l'Empire de l'autre côté, il y a même plusieurs factions je pense au sein de l'Empire, encore une fois, même comme un peu à l'époque de la saison 2, surtout quand on voit déjà les dissensions qu'il y a entre les 3 empereurs. Donc non, je trouve que, et décidément cette saison annonce du très très sympa, et comme je le disais au tout début de la vidéo, je pense que oui, c'est un peu lent, c'est peut-être le gros défaut pour l'instant de ce début de saison, même si le premier était quand même un peu plus palpitant que ce second épisode, mais je pense qu'ils finissent vraiment de mettre tout en place de manière efficace, parce que malgré tout on s'ennuie pas non plus forcément, ça avance bien, c'est très beau et tout, donc on reste pris dans l'univers et tout ça, et je pense qu'ils finissent de mettre en place, peut-être que le troisième épisode sera vraiment la conclusion de toute cette introduction, de cette mise en contexte, et après je pense que la suite de la série risque de partir vraiment en cacahuète entre les super pouvoirs des uns et des autres, les armes de destruction massive de l'espace et compagnie. Donc je pense que ça va être très très sympa, j'ai très hâte de voir la suite. Et donc comme on le disait la semaine dernière, et comme vous avez été aussi très nombreux à me le dire en commentaire, la saison démarre très bien, elle donne très envie, et effectivement du coup il y en a un d'entre vous notamment qui m'a dit en commentaire qu'il y avait encore un dernier acte après tout ça, effectivement, puisque après cette troisième crise, d'ailleurs même Seldon en parle, il dit qu'il y en a carrément 9 ou 8, je sais plus. Donc en gros la série est plutôt bien partie, on n'est pas sur la fin, donc ça c'est plutôt rassurant pour le moment. Donc enfin en tout cas j'espère, si les chiffres sont bons et si Apple continue de poursuivre la production de la série, mais il n'y a pas de raison je dirais, même si
C'est vrai qu'en termes de vues, si c'est le seul baromètre entre guillemets que j'ai pour juger, c'est vrai qu'elle a pas fait tant de vues que ça comparé ne serait-ce qu'aux vidéos sur la saison 1 et saison 2 qui commencent certes à dater un petit peu. Mais du coup je me dis, est-ce que c'est qu'il y a peu de gens qui regardent la série ou est-ce que c'est que tout simplement ma vidéo n'a été que très peu référencée. Mais c'est vrai que des fois sur certaines séries qui fonctionnent pas de ouf, on le voit que les vues sont quand même bien plus basses que d'habitude, même si à mon échelle ça se joue à quelques centaines de vues des fois pour faire la différence. Mais bon voilà, donc dans tous les cas, profitez-en, hein, partagez cette vidéo, ou même la précédente, ou même les précédentes, celles que vous voulez, celles qui vous plaisent, partagez-les, ça fait toujours du bien à la chaîne, donc merci d'avance. Et puis voilà, je pense avoir fait à peu près le tour, la vidéo a été assez rapide, et en même temps c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ces derniers temps j'ai fait l'erreur un petit peu de faire des vidéos très très longues, enfin ou en tout cas de plus en plus longues, ce qui a un peu déréglé mon watch time, donc maintenant les vidéos un peu plus courtes, notamment les vidéos écrites comme les cultissimes, tout ça, font un flop total. Je pense que c'est lié au watch time parce qu'à chaque fois ça m'alerte sur le fait que le watch time est beaucoup plus bas sur ces vidéos là que sur celles que je suis par exemple en train de vous faire, même si celle-là sera plus courte, donc ça fera baisser un petit peu le watch time si vous êtes nombreux à la regarder encore une fois. Donc voilà, enfin, bref, c'est du détail, on s'en fiche. Donc sur ce, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, hein. N'oubliez pas le petit like si c'est le cas, et donc à très vite sur Anakaland. Bye.